danse de tango, un pas en avant, 3 en arrière. 5e nuit sans frappe à Beyrouth, allègement des plans opérationnels contre l'Iran, entrée d'aide humanitaire dans le nord de Gaza malgré le fait que le Hamas se recompose, un dénominateur commun, la pression de Washington. Et je pose la question, depuis quand la Kyria, le QG de la Défense du ministère de la Défense en Israël et le bureau du Premier ministre ont déménagé dans la capitale des États-Unis. Pour en parler, Shani Guidalia, merci d'être avec nous. Et Jonathan Keller, ancien officier des renseignements militaires israéliens. On va en parler dans un instant. Shani, ces derniers mois, les attaques des drones sont devenues monnaie courante. Oui, déjà pour revenir un petit peu sur toutes les attaques de drones, au mois de juillet, il y a ce drone Houthi qui a frappé Tel Aviv et qui a tué une personne. Début octobre, c'est un drone venant de l'Est, sûrement irakien, qui a ciblé le Golan et qui a tué 2 soldats et blessé plus d'une vingtaine d'autres. À Kippour, il y a également un drone qui a été lancé par le Hezbollah qui s'est abattu sur une maison de retraite à Herzliya. Et puis enfin, dimanche, ce drone du Hezbollah qui a frappé une base à Binyamina qui a coûté la vie à 4 soldats et qui a blessé des dizaines d'autres. Tous ces drones, Mathias, ils sont conçus et développés principalement par l'Iran. Les modèles les plus courants, les plus connus, c'est d'abord le drone Shahed. C'est un drone suicide qui a une portée assez importante, autour de 2000 ou 2500 km, qui comporte énormément d'explosifs. Il y a aussi le drone Mohajer, ça c'est un drone polyvalent de reconnaissance et d'attaque. Et puis enfin, il y a le drone Ababil. Alors ça, c'est un drone qui a été modifié plusieurs fois et c'est un modèle qui est exporté énormément à grande échelle de l'Iran vers toutes les organisations terroristes. Quand on dit exportation, on dit bien évidemment vers les organisations terroristes, le Hezbollah en prime. Exactement. D'abord, le Hezbollah, même s'il reçoit la majorité de ces drones, il faut savoir qu'il les modifie, il les améliore pour pouvoir l'utiliser pour ses propres besoins. Par exemple, le drone Mirsad, ça c'est un drone qui a été modifié par le Hezbollah, mais à partir du drone Mohajer et Ababil. Ensuite, on sait que selon les estimations, le Hezbollah possède environ 2000 drones. Il continue d'en acquérir, il continue de les modifier et de les perfectionner. Et puis, il possède aussi des drones de reconnaissance et des drones kamikazes. En général, d'abord, il utilise ces drones de reconnaissance pour recueillir des informations. Et puis ensuite, une fois qu'il a toutes les informations, il envoie des drones kamikazes pour pouvoir mener ses frappes. Alors, au-delà du fait qu'effectivement, il y a des milices chiites, Houthis et en Irak qui en possèdent, pourquoi Israël a autant de mal à les intercepter aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons. Les drones, ils ont plusieurs capacités. D'abord, ils ne contiennent pas énormément de matière explosive, mais ils ont plusieurs avantages. D'abord, ils volent lentement, à basse altitude. Ils ont une portée importante et une précision très importante aussi. Ils sont constitués de matériaux qui réfléchissent mal les ondes radar, donc ils sont pas très bien détectés. Et puis, beaucoup sont téléguidés à distance, c'est-à-dire que leur cible et leur trajectoire peuvent être modifiées pendant le vol, contrairement à un missile où sa trajectoire est toute tracée. J'ai compris. Merci beaucoup. Il faut comprendre effectivement que tout cela, ça a un dénominateur commun aussi en plus. C'est l'Iran. C'est la question que je vais vous poser aussi, Jonathan Keller. En parlant de l'Iran, il y a une capitale la deuxième capitale de l'Iran, c'est pas Téhéran, c'est Beyrouth. Israël ne frappe plus depuis 5 jours à Beyrouth. Que se passe-t-il? C'est un problème de renseignement? Ou alors c'est les mains liées? Alors d'abord, il y a un peu une guerre des versions. Je crois hier, le bureau de Benjamin Netanyahou a officiellement annoncé qu'on n'avait mis aucun stop aux frappes à Beyrouth, contrairement à ce qui avait été révélé dans la presse, comme quoi, suite à la pression américaine, on avait été obligé d'arrêter. Pour l'instant, effectivement, ça fait quelques jours qu'il n'y a pas de frappe. Maintenant, il y a des frappes conséquentes dans d'autres endroits du Liban, dans la vallée de l'Abqa ou au nord du Liban. C'est peut-être, à mon avis, une question d'opportunité et de manque de cibles conséquentes. Donc, c'est pas un problème de renseignement concret sur Beyrouth. Est-ce que la banque de cibles aurait pu être épuisée à Beyrouth? Alors, je ne pense pas. Une banque de cibles, c'est quelque chose d'abord de dynamique et ensuite qui est relativement important. Par contre, effectivement, les seniors du Hezbollah, les hauts responsables du Hezbollah et leurs sites stratégiques, du moins dans le quartier de la Dakhia, ont tous été déjà éliminés, ont tous été frappés. Et donc, je pense que éventuellement, les cibles aujourd'hui à Beyrouth seraient de moindre importance que ce qu'elles n'avaient pu l'être il y a seulement 2-3 semaines. C'est intéressant ce que vous dites, effectivement. La plupart de la chaîne de commandement a été éliminée. Donc ça serait finalement passé à une étape supérieure, peut-être des infrastructures civiles. Et ça, on sait pour l'instant, Israël ne veut pas en entendre parler. Ce qui est intéressant aussi, c'est que
cette semaine, j'étais au sud Liban, j'ai vu ces positions de la FINUL proches de celles surtout du Hezbollah. Le message ne passe pas. C'est-à-dire qu'Israël a beau montrer ces images, a beau en parler, et la FINUL continue de dire non mais c'est pas nous. Oui, alors tout à fait. D'abord, c'est des images très impressionnantes, mais elles ne changent pas la donne. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle en jargon militaire, c'est ce qu'on appelle une surprise tactique, c'est pas une surprise situationnelle. D'accord. L'idée que Redouane est posté à nos frontières et prêt à envahir le territoire israélien et à prendre le contrôle de localités et de bases militaires le long de la frontière, c'est pas quelque chose qui est fondamentalement nouveau. Alors, on peut accuser la FINUL. Mais pourquoi on n'accuse pas Israël? C'est-à-dire, où étaient les yeux d'Israël pendant toutes ces années? Alors, tout à fait. Les yeux étaient peut-être au bon endroit, mais les bras, pas forcément. Il y a effectivement, pendant de longues années, eu un status quo avec le Hezbollah, une équation de la terreur avec le Hezbollah, une espèce d'entente tacite selon laquelle on ne les attaque pas, ils ne nous attaquent pas non plus. On réduit comme ça les risques de guerre de grande envergure. Mais pendant ce temps-là, effectivement, le Hezbollah continuait à construire ses forces. C'est ce qu'on appelle un problème de conception? Alors probablement, maintenant c'est un peu facile aujourd'hui dans l'ère post-7 octobre de le dire. Ouais. Il aurait fallu être assez courageux il y a quelques années de cela pour prendre le risque d'une escalade avec le Hezbollah pour une question de quelques tunnels le long de la frontière. C'est intéressant ce que vous dites aussi parce que courage, c'est exactement ce dont c'est l'adjectif qualificatif des anciens généraux israéliens de l'époque de 67, notamment de la guerre des 6 jours, dont on parlait souvent, le courage de prendre la décision et ne pas se contenter de risques gradués. J'aimerais vous faire réagir aussi parce que c'est une information qui est tombée hier soir. Le plan des généraux à la base, de Gura Island notamment, c'était de ce qu'on appelle en hébreu le chenek, c'est-à-dire de renforcer, d'étouffer plus exactement la recomposition du Hamas à Gaza. Or, on se réveille ce matin avec un communiqué du COGAT, l'administration civile et militaire dans les territoires, de dire voilà, l'aide humanitaire est re-rentrée dans le nord de Gaza. On n'y comprend plus rien. Alors je ne pense pas que Tsahal soit re-rentré dans le nord de la bande de Gaza pour exécuter ce qu'on a appelé le plan des généraux. Officiellement, il s'agit d'une autre opération de nettoyage, c'est-à-dire d'éliminer des nids de terroristes qui se sont recréés après le désengagement de Tsahal il y a déjà de longs mois. Officieusement, et c'est ce que plusieurs d'ailleurs officiels ont laissé dire par la presse, il s'agit de mettre la main sur les procédés de répartition de l'aide alimentaire dans le nord de la bande de Gaza, et c'est en cela que c'est un changement positif, puisqu'il s'agit d'une première opération qui cible non pas des terroristes, dont l'objectif n'est non pas seulement de tuer tel ou tel terroriste, mais de cibler la souveraineté et les bases de la souveraineté de Hamas à l'intérieur de la bande de Gaza. Donc ça veut dire que ça va continuer, et pour autant, le plan c'était d'étouffer justement le Hamas. C'est en mettant la main sur l'aide humanitaire, alors qu'elle soit distribuée par Tsahal lui-même ou qu'elle soit distribuée par des organisations non gouvernementales étrangères ou autres, mais c'est en mettant la main sur la répartition de l'aide humanitaire en période de guerre qu'on arrivera à étouffer la souveraineté du Hamas. Dernière question, parce que je suis en train de scanner complètement tous les dossiers chauds. Je disais en préambule, depuis quand la Kéria et le bureau du Premier ministre ont déménagé à Washington? Je sais que ça vous fait sourire. Visiblement, les plans d'attaque opérationnels contre l'Iran sont en train d'être complètement allégés. C'est-à-dire que, en gros, c'est l'administration américaine qui nous demande finalement ou qui nous impose. Alors c'est une question très importante. D'abord sur le long terme, il faut dire que ça fait déjà plus de 15 ans, d'ailleurs démocrates comme républicains, que les Américains n'ont qu'une seule politique étrangère, qui est de celle de conserver le calme et de limiter les dégâts, surtout les dégâts humanitaires. Ça a échoué en Ukraine, ça a échoué au Moyen-Orient, d'ailleurs pas seulement sur les questions israélo-arabes, et c'est en train d'échouer en mer de Chine du Sud et à Taïwan. Maintenant, le cas iranien est un peu différent, c'est-à-dire que, vu de Washington, nos guerres avec le Hamas et le Hezbollah sont considérées comme des conflits locaux. L'Iran, lui, est un problème central dans la géopolitique internationale, et donc il relève, du moins aux yeux de Washington, il relève de la responsabilité des États-Unis. Et puis il y a aussi une question un peu de donnant-donnant, c'est-à-dire qu'il nous aide de façon
conséquente et efficace à nous défendre, que ce soit en qualité et en quantité d'ailleurs. Et donc ils attendent, la moindre des choses pour eux, c'est de pouvoir prendre part au processus de décision concernant la riposte israélienne vis-à-vis de l'Iran. Alors maintenant, sur le fond, ils n'ont pas forcément tort. C'est-à-dire qu'on parlerait d'un veto américain qui a été mis à l'idée de cibler les deux sujets sensibles, le pétrole et le nucléaire. Moi, personnellement, je pense qu'en effet, ce n'était pas une très bonne idée de cibler ces sujets-là. On est un peu ivre de nos victoires avec le Hezbollah, on a un peu le sentiment d'omnipotence. Et il y a des gens en Israël qui pensent que, avec quelques frappes bien placées, on est capable de mettre à plat un régime et un pays entier de 88 millions d'habitants. En l'occurrence, sur le pétrole, il n'a pas encore été prouvé qu'il y a un impact à long terme sur l'économie iranienne, et puis il y a aussi un risque de riposte iranienne vis-à-vis des pays du Golfe. Donc si je risque de se mettre à dos des alliés qui sont on ne peut plus importants pour Israël. Et sur le problème du nucléaire, non seulement on n'arrêtera pas le développement des capacités nucléaires de l'Iran, mais on risque de les pousser à sortir du traité de non-prolifération nucléaire et à développer une ogive en l'espace de quelques semaines, en l'espace de quelques mois. Donc en gros, il nous reste 15 secondes. En gros, c'est frapper, ce qui fait mal, c'est-à-dire les sites de missiles et balistiques. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Je pense qu'il devrait faire quelque chose de différent. Il faudrait faire une révision d'ensemble de la stratégie vis-à-vis de l'Iran et comprendre qu'il faut frapper les points de faiblesse, les talons d'Achille du régime iranien, qui sont son emprise sur leur société civile et sur leur opposition. Et donc il faudrait cibler les prisons, le Basij, la police secrète et les bases de renseignement. Merci beaucoup, Yonatan Keller, d'avoir été avec nous. Rapidement, parce que c'est important aussi ce sujet, le 7 octobre, on vient de le passer, et c'est aussi des histoires magnifiques d'actes de bravoure de policiers qui ont sauvé des familles quasiment au péril de leur vie. Guy Azriel et Shani Guidalia. Comment vas-tu? Comment ça va? C'est si bon de te voir, de voir que tu vas bien. Comment tu te sens? Bien, merci mon Dieu. C'est une histoire de deuil, une histoire de désastre et d'horreur, mais surtout une histoire d'héroïsme et d'espoir. Ce que tu as vu ce jour-là, bien sûr. Oui, quand je suis arrivé chez vous, c'était après un long combat d'environ 3 heures. C'est l'histoire inimaginable du sergent-major Itamar Illouz, un policier, un habitant d'Ofakim, parti vers l'inconnu le matin du 7 octobre. Un héros qui est passé à 2 doigts de la mort. Dans une ville souvent oubliée parmi les milliers d'histoires d'horreur le matin du 7 octobre, le récit d'Itamar Illouz est devenu un exemple de courage. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup d'être venu ici. J'habite dans le nouveau quartier. Dans nos maisons, nous avons des abris. J'ai entendu les premières alertes à 6h50. Je suis avec mes enfants dans l'abri. Et puis d'un coup, je commence à entendre des coups de feu. En rafale, intense. Au début, je pense que c'est criminel ou un règlement de compte. Je cours à l'autre bout de la maison et j'entends des coups de feu qui viennent de l'autre côté. Je comprends alors que ce n'est pas criminel. Je prends donc mon arme, un chargeur avec 15 balles dedans. Pas de casquette de police, pas de téléphone portable, rien. Je prends mon arme et je sors en courant. Après avoir identifié la source des tirs, Itamar Illouz s'est retrouvé à combattre des dizaines de terroristes lourdement armés. Sur son chemin, de nombreux habitants et amis avaient déjà été touchés par les tirs des terroristes. Vous n'aviez qu'un revolver avec vous? Juste un revolver et 15 balles. Donc j'arrive en courant ici, dans la rue Hatzmaout, je me mets à l'angle et j'entends des tirs qui viennent des zones résidentielles. Je suis avec Shai, mon voisin. On voit une voiture garée dans la rue, on court vers la voiture, mais à ce moment-là, on ne sait toujours pas où sont les terroristes. Je vois soudain 3 terroristes marcher, sereins, grands, avec leur équipement et leurs armes. Je me trouve à 40 mètres environ, je vise et je tire 2 balles, juste pour qu'ils s'arrêtent de tirer partout et qu'ils comprennent qu'ils sont aussi visés. Donc je tire ces 2 balles, l'une d'elles touche la cuisse du premier, les 2 autres qui sont avec lui se retournent et commencent à me tirer dessus. Ils tirent en rafale, donc je cours dans la rue et j'entre dans une impasse. Je vois notre rabbin Shachar qui est blessé. Il me dit « J'ai une balle dans la jambe et il y a un terroriste pas loin ». Pendant que j'essaye de m'occuper de lui et de voir la gravité de sa blessure, un terroriste entre dans la rue, nous tire dessus à une vingtaine de mètres. Des coups de feu en rafale et je suis complètement à découvert.
Pendant ce temps, dans la rue voisine, Michal Belia et sa famille sont paniqués par les bruits des explosions et décident de s'enfermer dans leur maison. On a entendu plusieurs sources de tirs, certains plus proches que d'autres. On a entendu des coups de feu de plus en plus proches, mais on n'a pas réalisé ce qui se passait. On a juste compris que c'était dangereux de rester là. Et on a couru à l'intérieur de la maison. On était 11 personnes. Mon beau-frère Ariel a verrouillé la porte, fermé les volets et on est monté à l'étage. On a regardé par la fenêtre qui donne sur l'extérieur pour comprendre ce qui s'y passait. Et on a vu dans la rue un groupe de soldats qui arrivait. Juste là, à côté de la barrière, il y avait un policier qui s'appelle Roni Abouharon. Il courait avec son arme à la main. Il voulait d'abord identifier la source des coups de feu, puis rejoindre les soldats. Mais ils lui ont tiré dessus. Dans les premières minutes de l'attaque, les habitants confinés chez eux et les quelques forces de sécurité sur les lieux n'ont pas compris l'ampleur de l'infiltration terroriste. Beaucoup d'entre eux les ont même identifiés, à tort, comme des forces de Tsahal. Non, il y a un soldat là-bas, il y a un soldat. J'en suis sûre, je vois avec la caméra, on peut le voir d'ici, c'est un soldat, oui. C'est quoi ça, mon Dieu? Fermez la maison, mon Dieu. Ronnie s'est caché derrière la poubelle, il a montré sa casquette de police et a crié « Je suis de la police ». En une seconde, ils se sont approchés de lui et l'ont tué, ils l'ont abattu. Le policier Roni Abouharon, un habitant du quartier à Geffen, marié et père de 3 enfants, a été tué par les tirs des terroristes alors qu'il était l'un des premiers à sortir et à protéger les habitants au péril de sa vie, sans protection. Au même moment, au coin de la rue, Itamar Illouz était lui aussi dans la ligne de mire des terroristes. Je m'allonge sur le rabbin. Pendant ce temps, le terroriste me tire dessus. Il était là-bas entre les 2 arbres, donc à 22 mètres de moi. Il y a ici une tache de sang. Moi, j'essaye de voir, de comprendre d'où viennent les tirs. Je vais là-bas, où je vois toutes les cartouches du terroriste. Donc je reviens en arrière sur mes pas et je me demande où ont atterri les balles. Et je vois les impacts des balles juste ici. 1, 2, à côté de moi. Et là aussi. Mais à l'endroit où je suis avec le rabbin, rien. Je me demande encore comment ça ne nous a pas touchés. Donc je me tiens là, j'attends que le terroriste vienne finir le travail. Je l'attends encore et encore, et il ne vient pas. Donc je cours avec le rabbin chez lui, je le fais entrer à l'intérieur de la maison, je lui fais un garrot autour de la jambe, et il reste à l'intérieur pendant 2 heures, jusqu'à ce que les secours arrivent. Itamar se bat pour la vie du rabbin, tandis que Michal et sa famille restent enfermés dans leur maison, impuissants, alors que d'horribles explosions se font entendre de toutes parts. On a vite couru à l'intérieur de cette pièce avec ma belle-mère et les enfants. Je leur ai dit qu'il fallait absolument se taire. Après quelques minutes, on a entendu des bruits en bas, que les terroristes essayaient d'ouvrir la porte, qu'ils cassaient les volets pour entrer. Puis on les a entendus parler, ils étaient très proches. On a eu quelques secondes pour prendre une décision. Ma belle-mère a suggéré de cacher les enfants sous les lits. Mon mari a dit qu'il ne fallait pas sortir parce qu'il y avait énormément de tirs dehors. Et c'est Ariel, mon beau-frère, qui a pris la décision et a dit « Sortez tout de suite ». Lui est resté à l'entrée de la chambre, avec une barre de fer à la main. Nous, on est sortis par la fenêtre. On a sauté de toit en toit. Il y a environ 2 mètres de hauteur, mais on n'a pas fait attention à cause de toute l'adrénaline et le stress. Ma belle-sœur est sortie la première par la fenêtre et nous ensuite. On a couru vers ce toit, puis celui-là, et on y est resté pendant 3 heures. J'ai vu ma belle-mère arriver, mais Ariel n'est pas sorti, il n'est pas venu.
Et j'ai vraiment imaginé dans ma tête les endroits où il pouvait se cacher. Que dit-on à des enfants en bas âge dans ces moments-là? 3 heures ont dû leur paraître une éternité. C'est vrai, mais ils n'ont pas beaucoup parlé. Il fallait vraiment se taire, car il y avait des terroristes partout dans la rue. Et chacun a compris la situation et le danger. Celui qui avait besoin de faire pipi faisait sur lui. On n'avait pas de quoi manger ni boire. Il fallait juste attendre et rester silencieux. Mon fils m'a même dit à un moment, je me suis endormie, comme si le cerveau était totalement déconnecté. Pendant 3 heures entières, les membres de la famille Bilia, 6 enfants et 4 adultes, sont restés sur le toit de la maison et ont espéré de l'aide. De l'autre côté, tandis qu'Itamar continue de se battre, il voit un soldat allongé sur la route, blessé et en sang. Je vois une voiture et derrière je vois un soldat en uniforme de Tsahal avec des grades. Je vais vers lui et je lui demande comment tu t'appelles. Il me dit Denis. Je regarde bien et je lui dis comment on peut encore parler avec une balle dans la tête? Je vois presque son cerveau. J'essaye de lui faire un bandage. Pendant ce temps, un terroriste arrive derrière nous. Il sort d'une maison et tire en rafale dans notre direction. Heureusement encore une fois que la voiture couvrait la moitié de nos corps. Il nous a protégés. Donc je reviens voir Denis, je vois qu'il est en train d'agoniser, en quelques minutes il peut mourir. Il faut l'évacuer vers Soroka, mais les ambulances ne viennent pas. Et je vois une voiture, donc je l'emmène moi-même à Soroka. Les médecins le prennent en charge, puis viennent vers moi en me disant « tu viens aussi ». Là, je réalise que je suis trempé de sang. Ma chemise, mon pantalon, mes chaussures, comme on dit, de la tête aux pieds. Ils vérifient que je ne suis pas blessé et finissent par me dire « tu n'as rien ». Pour moi, c'était comme une déception. J'espérais tellement avoir une petite blessure pour pouvoir rester ici à Soroka. Je suis finalement retourné à Ofakim. Je gare la voiture près de la maison, je prends mon téléphone portable, ma casquette de police et je ressors. Ma femme pleure et crie « Regarde, tu es en sang !» Je lui dis « Ce n'est pas le mien, je vais bien ». Je me souviens que je suis sorti rapidement pour ne pas qu'elle se mette en travers de mon chemin. À son arrivée dans le quartier, Itamar se joint à d'autres forces. Là, ils sont face à un événement inhabituel dans l'une des maisons. Je vois les gardes frontières dehors qui me disent « Il y a un terroriste à l'intérieur de la maison ». Je leur ai dit « Il faut entrer, on met toute une équipe. Peut-être qu'il y a des blessés. » Ils tirent quelques balles à l'intérieur pour faire diversion. Pendant ce temps, je passe chez le voisin, je grimpe sur le toit. Il y avait aussi un officier qui a escaladé le muret. Donc on est ici tous les deux et il me dit « Regarde là-bas en haut » et on réalise qu'il y a une famille entière sur le toit. Mon mari voit les soldats dans la rue. Il essaye d'établir un contact visuel avec eux. Et les soldats voient qu'il y a ici des femmes, des enfants et des bébés. Un soldat arrive après un petit moment. En 2 pas, il atteint notre fenêtre. Il s'avance, puis il appelle Guy, un autre soldat, pour qu'il sorte de sa cachette et vienne voir. En réalité, il venait de voir le corps d'Ariel. Il avait une jambe à l'intérieur, une autre à l'extérieur. Il lui aurait fallu seulement quelques secondes pour qu'il nous rejoigne. Et donc Guy a lui aussi vu Ariel, allongé avec une balle dans la tête. Quand je suis monté, j'ai découvert ce que vous avez vécu. J'ai aussi vu le corps avec la jambe à moitié à l'extérieur. Donc j'ai pris une couverture chez vous et j'ai recouvert son corps. Alors qu'ils apprennent la mort d'Ariel, le beau-frère de Michal, Itamar en personne monte sur le toit pour sauver les membres restants de la famille. La famille Bilia, ils étaient 10 derrière un chauffe-eau, blottis là. Des enfants de 4 ans, 5 ans, 7 ans, une petite fille d'1 mois. Quand je vous ai vu, je vous ai demandé « Mais qu'est-ce que vous faites ici ?» Puis tu as commencé à pleurer. C'est vrai, j'ai immédiatement pleuré. Un pleur de soulagement. Je pensais que c'était fini. Je n'avais pas que ça ne faisait que commencer. Et tandis que les membres de la famille sont désormais à l'abri, Itamar, lui, continue de se battre contre un terroriste resté dans la maison.
Je suis à côté du corps d'Ariel. Et je sors sur le toit, je regarde en bas et j'attends que le terroriste sorte de la maison. Je le vois finalement sortir les mains en l'air, torse nu. Puis je réalise qu'il a un explosif avec lui. Et je lui ai tiré 2 balles dans la tête. Ceux qui étaient en face de lui tirent aussi dessus. Là j'ai crié « Stop, stop !» parce que le bal était à 2 doigts de me toucher aussi. C'est l'histoire d'une ville martyrisée, de ses habitants traumatisés qui tentent de se reconstruire jour après jour. L'histoire d'un traumatisme qui restera gravé à jamais dans la chair et l'histoire d'Ofakim. Nous avons vécu une épreuve ensemble et cela fait vraiment chaud. Savoir qu'il a risqué sa vie pour nous. Ce n'est pas seulement le sauvetage en soi, c'est aussi la personne qui nous a sauvés. Comment on retrouve une vie normale après ça? Ce qui me donne la force, c'est de voir ceux qui ont survécu. De voir le rabbin qui est vivant, Denis qui est vivant. C'est un miraculé. Il a été hospitalisé pendant 6 mois. Mais je pense qu'il est fou. Il est retourné ensuite à l'armée. Avant le 7 octobre, le slogan de cette ville était « Ofakim, une ville humaine », parce que les gens ici sont vraiment chaleureux. Vous vous promenez dans la rue, 10 personnes vous sautent au cou pour prendre de vos nouvelles. Après le 7 octobre, ils ont compris que ce slogan devait être remplacé par « Ofakim, une ville de héros ». Parce qu'en réalité, les terroristes non plus n'ont pas compris. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient devoir lutter. Il y a une phrase qui dit « En mourant, ils nous ont ordonné de vivre ». Et c'est vrai, nous vivons grâce à eux, grâce à ceux qui sont morts. C'est une phrase qui a pris tellement de sens à mes yeux, de savoir que j'ai la chance d'être en vie pour raconter leur histoire. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Pour moi, de vous souhaiter bien évidemment d'excellentes fêtes de Soukhot et en espérant de très bonnes nouvelles. Bonne soirée à toutes et à tous sur Live 24 News.